Bonjour chers téléspectateurs, de partout où vous vous trouvez, de partout où vous nous regardez à travers la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons le grand privilège de vous présenter une émission sur la santé sexuelle et reproductive. Et aujourd'hui, nous avons un sujet très capital, un sujet qui fait des débats dans nos communautés. Il s'agit bien évidemment de la légalisation de l'avortement chez la femme ou chez la jeune fille. Et pour en parler dans ce sujet, nous avons les spécialistes en cette matière. Il s'agit bien évidemment du docteur Richard Kiabou. Docteur Richard, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut d'abord savoir, vous occupez quel titre au sein de la zone de santé de Kalemi? Merci. Moi, je suis le médecin coordonnateur provincial du programme national de santé de la reproduction ici au Tanganyika. Aujourd'hui, nous discutons avec vous, c'est par rapport à la légalisation de l'avortement dans notre pays et plus précisément dans la province du Tanganyika. Pour ceux-là qui ne comprennent pas ces termes, légalisation de l'avortement, pourriez-vous donner quelques explications sur la légalisation de l'avortement? Oh, merci beaucoup. Déjà, je dois nuancer. Quand vous parlez de la légalisation de l'avortement en RDC, il s'agit de quel type d'avortement? C'est l'avortement médicalisé. Ce n'est pas tout avortement qui est autorisé, parce qu'on dit légalisé, ça veut dire la loi autorise les avortements. Mais c'est quel type d'avortement que notre pays autorise? Notre pays autorise les avortements que nous appelons médicalisés. Et c'est quoi les avortements médicalisés? Et là, on va se référer donc au protocole de Maputo, à son article 14, alinéa 2C, qui parle spécifiquement de droits de la femme en matière de santé. Et à cet alinéa 2C, on est en train de donner les critères qui feront à ce qu'un avortement soit dit avortement médicalisé et cette fois-là autorisé par la loi. Et les critères, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, une femme tombe enceinte après une agression sexuelle, après un viol, ou alors lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère, ou même la santé même du fœtus est en danger. Et ce sont ces critères-là qui, lorsque ils sont présents, la loi autorise à ce que la femme puisse avorter. Et quand bien même la loi autorise, il faut cette fois-là qu'il y ait la volonté de la femme elle-même. Et quand il y a cette volonté, ça veut dire que la femme va demander un avortement. Maintenant, pour nous les cliniciens, pour nous les prestataires de soins, on doit vérifier que au moins un de ces critères soit présent. Dans le cas contraire, l'État n'autorise pas les avortements. Docteur, est-ce que la légalisation de l'avortement ne va-t-elle pas encourager les jeunes à se plonger dans la sexualité non protégée? Même pas dans le sens où déjà plusieurs études ont montré au travers le monde que là où même il y a eu légalisation des avortements, il y a eu baisse de la fréquence des avortements. Mais mettons à côté déjà cet aspect de l'autorisation des avortements sécurisés, l'avortement médicalisé. Avant ça, il y avait des avortements qui passaient inaperçus parce que non documentés. Et on ne pouvait que constater des décès, des complications, peut-être jusqu'à l'invalidation. Ok, maladie invalidante. Donc, je pense que ça ne va pas influencer. Et d'ailleurs, c'est parmi les stratégies de lutte contre le décès maternel. C'est parmi les stratégies de lutte contre le décès maternel. Quand je donne un exemple, une femme est violée, en quoi elle a consenti pour dire qu'on va encourager
les relations sexuelles non protégées. Voilà un peu les critères qu'on a soulevés là, qui n'ont rien à voir avec la volonté de la femme de pouvoir tomber enceinte. Quand je dis par exemple, une femme peut être chez soi, avec son mari, dans un couple, avec une vie sans problème, elle tombe enceinte et qu'on va à l'hôpital, on trouve que le fœtus a des malformations. Ces malformations-là, c'est peut-être incompatible avec la vie. Cette fois-là, où est la part de la femme lorsque elle désire ou lorsqu'on lui présente ces informations, et même le personnel soignant va lui demander carrément que non. Même si on gardait ce fœtus mal formé, c'est un fœtus qui n'aura pas à survivre longtemps, alors autant mieux l'évacuer. Où est la part de pousser les femmes à avoir des rapports sexuellement protégés? Non, mais nous connaissons notre société, ce qu'elle est devenue. Il y a des choses qu'on ne peut plus contrôler, mais le gouvernement congolais a pris ses responsabilités. Une femme est violée lorsqu'elle ne veut pas garder sa grossesse. C'est elle qui décide. De ces critères ici, c'est elle qui décide. Donc, on place les soins complets d'avortement centrés sur la femme. C'est la femme qui est au centre, c'est la femme qui décide, et puis nous l'accompagnons, nous l'aidons dans sa décision. Parlons un peu du droit au fœtus. Parlons un peu du droit au fœtus. Qu'en est-il du droit du fœtus? Parce que le fœtus a droit aussi à la vie. N'est-il pas important de le protéger? Docteur Richard, nous vous présentons d'abord cette interview avec laquelle nous avons des mamans qui se sont exprimées quant à ce. En tant que membre de la société civile, en tant que citoyenne congolaise, je pourrais dire qu'en République démocratique du Congo, l'avortement n'est pas totalement légal. N'est pas totalement légal, mais juridiquement reconnu. Parce que la RDC est signataire du protocole de Maputo. Le protocole de Maputo qui autorise l'avortement pour certains cas. Alors que du côté congolais, l'avortement est interdit. Mais étant signataire du protocole de Maputo, on est obligé d'emboîter ce cas. Il y a des cas, par exemple, là où la femme a été violée. Par 5 ou 6 personnes? Même par une personne. Okay. Le viol, une grossesse issue du viol. Une grossesse conçue par inceste. C'est son père, c'est son oncle, c'est membre de la famille qui a engrossé la fille. Une grossesse qui met en danger la santé de la mère et de l'enfant. Par exemple, là où on voit que la mère ne supporte pas la grossesse, sa santé est en danger. Ou bien là, j'ai déjà vu une femme qui ne supporte pas, qui devient folle, qui devient folle, donc qui est atteinte mentalement. Dans ces cas-là, l'avortement est autorisé. Moi, je crois qu'il faut voir, d'abord pour le protocole de Maputo, c'est vrai que la vie est sacrée, mais il faut voir entre perdre la maman et perdre le fœtus, quel est le moindre mal? Est-ce qu'il faut sacrifier cette femme qui est malade et laisser vivre l'enfant qu'on ne connaît pas encore? Bien sûr que c'est un être humain, la vie est sacrée. Je crois que c'est là où il faut peser et choisir le moindre mal, sacrifier le moindre mal. Je crois que c'est dans ce sens-là. Là, je ne crois pas que ça soit vraiment un péché. Ça serait un péché si peut-être on laissait cette femme mourir alors que nous savons qu'il y a un recours. Je crois que c'est le péché le plus grave. D'après les principes bibliques, nous voyons dans des églises en termes d'évangélisation qui sont soumis à prêcher au travers un livre qu'on appelle la Bible. Et la Bible, dite comme l'inspiration de Dieu, les écrits inspirés par Dieu. Et j'ai fait un regard dans la Bible, dans l'épître de Genèse,
chapitre 1 et son verset 28, qui me relate que Dieu nous a ordonné de pouvoir se multiplier dans ce monde et voire même dominer, comme en Swahili on dit, nendeni ulimwenguni mujaze dunia na kuitisha. Mais c'est les choses que nous avons à tenir compte, c'est quoi? Quand on dit grossesse, cet accouchement-là, c'est ce que la personne devient maintenant visible. Mais c'est au travers de la grossesse que la personne arrive. Mais par contre, nous sommes initiés ou soit imposés de faire l'avortement. Je vais signifier peut-être l'avortement forcé comme une tuerie aux yeux de Dieu et d'après les écriteaux ou écritures du vin d'avorter l'enfant ou la grossesse. Je ne désire pas et je n'encourage jamais aux personnes qui initient ou qui encouragent également aux femmes de pouvoir avorter. Vraiment. Docteur Richard? Quand on est du côté spirituel ou à l'église, effectivement, c'est un péché. C'est un péché parce qu'on met fin à une vie. Mais un exemple, si ces fœtus-là pouvaient entraîner la mort aussi de la mère, on perd 2 vies. On perd 2 vies parce qu'on a eu des cas de grossesse qui compliquent jusqu'au décès et du fœtus et de la mère. Et cette fois-là, c'est un péché ou ce n'est pas un péché. Supposons qu'on pouvait anticiper. On dit que non, le fœtus ici, ou la grossesse, c'est une grossesse à problème qui peut même emporter la femme. Je donne un exemple, le cas de l'éclampsie. On vous dit, par rapport à l'éclampsie, le traitement de fond, c'est l'évacuation utérine. Mais quand on évacue, on tue. Mais au même moment, quand on laisse, les 2 vont partir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je pense que là, c'est vraiment, comment je peux dire, c'est un péché, oui, dans le sens strict du mot, mais quand on va un peu plus loin, c'est aussi sauver une vie de quelqu'un qui peut encore donner naissance à d'autres enfants. Et si on parlait de la pression ou de la coercition, comment peut-on être sûr que les femmes qui avortent sont des victimes de la pression ou de la coercition, docteur? Nous, en médecine, c'est différent du droit. En médecine, c'est différent du droit. Nous, chez nous, on se fie aux déclarations. Quand quelqu'un vient en consultation, parce que quand elle vient pour ce besoin-là, pour ce service des avortements, elle va passer par la consultation. Et dans la consultation, il y a différents éléments, différentes étapes, notamment ce que nous appelons anamnèse, ça veut dire qu'on cherche à comprendre. Et la cliente ou la patiente explique, on lui pose des questions, elle explique comment c'est fait, tout ça là, ainsi de suite. Et nous, on n'a pas l'obligation de chercher si c'est vrai ou si c'est faux. Ça, c'est l'affaire de la justice. Parce que quand la femme arrive, elle vous dit qu'elle a été violée. Nous, du côté médical, on n'a pas à nier, on n'a pas à accepter, on a à se fier à ce qu'elle déclare, mais au moins il y a des examens qu'on va faire. Et puis au finish, nous faisons un rapport. Et c'est ce rapport-là, habituellement par exemple pour le cas de viol, le rapport nous est demandé par la justice. Quand on nous demande, par exemple, moi personnellement, quand je reçois un réquisitoire, du sens que dites-nous si elle a été violée ou pas, moi je n'ai pas de réponse à donner à ça. Moi je fais mon examen, je fais un rapport, c'est à vous qui aviez demandé ce service de voir si elle a été violée ou pas. Donc nous, en santé, on n'a pas à chercher à comprendre si ce qu'elle dit c'est vrai ou si c'est faux. Ça, c'est pas notre matière, ça c'est la matière juridique. Nous, on a à aider la personne par rapport aux besoins sanitaires que la personne présente.
En fait, je parle pas pour léser l'Église, mais par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des choses peut-être que même l'Église ne sait pas gérer. Les désirs sexuels, l'Église n'est pas avec nous partout, le pasteur n'est pas avec nous partout. Chacun gère à sa manière, quand bien même on nous exhorte tous les jours. Mais s'il arrivait dans le cas où on ne sait pas se contenir, au moins se protéger contre les grossesses non désirées, se protéger contre les IST et VIH. C'est simple. Utiliser par exemple les condoms. Ça coûte rien, surtout que ça se donne gratuitement dans toutes nos structures. Mais il y a d'autres méthodes, par exemple. Parce que le condom, il protège contre les IST et VIH, mais aussi contre les grossesses non désirées. Mais les autres méthodes contraceptives, notamment les pilules contraceptives et d'autres méthodes hormonales et non hormonales, protègent seulement contre les grossesses non désirées. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux donner comme conseil à la communauté, aux parents, aux mamans, aux jeunes filles, jeunes garçons. Docteur, nous vous remercions. Merci aussi, Monsieur le Chouan.